Bonsoir. Tout d'abord, merci d'être venu. Nous allons commencer la table ronde par nos invités, nos chers invités. Donc, Tatiana Choukan, qui est docteur en sciences politiques et postdoctorante au Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. Elle a travaillé sur le militantisme dans des mouvements de jeunesse au Bélarus et en Russie dans les années 2000 et 2010. Ses recherches plus récentes portent sur l'exilé bélarus, leur trajectoire et les expériences, ainsi que sur les reconfigurations de leurs engagements en exil et face à la guerre en Ukraine. Elle participe au projet de recherche Exil-Est, les exilés bélarusses, russes et ukrainiens après l'invasion de l'Ukraine. Et je présente Ronan Hervouet, qui est professeur de sociologie de l'Université de Bordeaux, bonjour Ronan, et chercheur au Centre Émile Durkheim également. Il mène depuis 25 ans des recherches sur le Bélarus. Il a publié 2 ouvrages sur la vie quotidienne et le rapport ordinaire aux politiques au Bélarus. Dacha Blues, Existence ordinaire et dictature en Biélorussie, et Le goût des tyrans, une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie. Après août 2020, il a enquêté auprès d'exilés bélarusses qui ont fui la répression en les rencontrant en Lituanie, Pologne et République tchèque. Sa recherche a donné lieu à la publication de l'ouvrage La Révolution suspendue, les Bélarusses contre l'État autoritaire. Et enfin, last but not least, notre invité spécial venu de loin, Pavel Sverdlov, qui est bélarusse. Il est rédacteur en chef de Radio européenne pour le Bélarus, Euroradio, journaliste depuis le début des années 2000. Il couvre la vie politique et les manifestations au Bélarus depuis 20 ans. Il a quitté le pays en août 2020, un an après les élections, sous la menace d'une détention. Je dois aussi ajouter qu'il a été emprisonné déjà par 2 reprises, en 2011 et 2012, suite à ses exercices de sa profession de journaliste. Bienvenue. Avant de commencer, je vais vous mettre un petit focus sur le pays, le Bélarus. Vous avez certainement vu un des films, ou vous en avez peut-être entendu parler de ce pays, juste pour mettre le contexte. C'est un pays qui faisait partie de la Grande-Duché lituanienne, par la suite qui était rattaché à l'Empire russe, et par la suite qui a essayé de gagner son indépendance entre 1918 et 1920, mais quand même a été de nouveau occupé par les Russes et est devenue une république soviétique biélorusse. En 1991, comme tous les pays du bloc soviétique, elle gagne son indépendance. En 1994, il y a des élections et Alexandre Loukachenko, un jeune populiste âgé de 39 ans, il me semble, gagne ces élections et les emporte en proposant un mélange entre tout va bien se passer et nous allons quand même pas faire comme tous les autres pays qui ont vécu des moments de capitalisme dur et de changement de socialisme au capitalisme, nous allons garder nos salaires et nous allons vivre une belle vie. C'était ça sa promesse. Et pour ne pas vous faire la surprise, il est toujours au pouvoir. Il a passé par les stades que je vais énumérer. Donc, 1996, c'est le référendum qui réduit le droit de parlement et qui donne plus de pouvoir au président. 2001, les premières réélections de président où il y a des premières fraudes. 2006, de nouveau les élections de président où il y a des premières fraudes et encore une fois Loukachenko est élu. 2010, soulèvement du peuple, écrasement du peuple, répression, Loukachenko est réélu. 2015, après les accords de Minsk qui ont eu lieu à Minsk, il y a eu une libération, mais Loukachenko a quand même gagné. Il n'y a pas eu de soulèvement, il n'y a pas eu beaucoup de répression, mais Loukachenko est quand même resté au pouvoir. 2020, et c'était ça le sujet des 2 films précédents, entre autres, il en parlait, un immense soulèvement du peuple de Bélarus qui voulaient gagner leur indépendance, qui voulaient gagner la liberté et surtout la démocratie et surtout ne plus avoir de dictateurs et dictatures au Bélarus, écrasés dans le sang. Aujourd'hui, on est en 2024. La guerre en Ukraine a débuté en 24 février 2022. Aujourd'hui, nous sommes là pour en parler. Après 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a justement beaucoup de questions qui étaient soulevées là-dessus.
manifestations, les manifestations de Bélarus étaient pacifiques, entièrement pacifiques. Alors, est-ce que c'était une erreur ou c'était la seule voie possible? Et j'aimerais poser cette question à Tatiana Choukan, qui justement a étudié la jeunesse bélarusse et leurs engagements politiques. Quel était le groupe social? Qui sont les gens qui sont sortis dans les rues en 2020? En août 2020, en fait, dans les rues, on a vu des profils des personnes complètement différents, donc, qui manifestaient ensemble. C'était des hommes et des femmes de tous les âges. Et hier, on a vu les images des manifestations, notamment les premières manifestations. Donc, pendant ces manifestations, on pouvait voir 3 générations au sein d'une même famille, donc descendre dans la rue et protester ensemble. Ce qui fait de ces protestations quelque chose d'inédit, donc à l'échelle du pays, c'est également la géographie des protestations qui était étendue à l'ensemble du territoire national. Puisque si dans le passé, c'était plutôt, en gros, tous les 5 ans, il y avait des élections post-électorales, mais qui se concentraient principalement à Minsk. Donc en 2020, aussi bien les grandes que des petites villes, voire des bourgades, étaient mobilisées. On peut dire qu'il y a vraiment tout le pays qui a participé. Tout à fait. Donc ce qui était également inédit dans ces protestations, c'est la diversité des segments de la société mobilisés. Puisqu'on voyait bien les employés du secteur public, des médecins, des enseignants, même des ouvriers, alors que les ouvriers sont considérés comme un groupe qui fait le socle en fait, de l'électorat de Loukachenko. On y voyait également des entrepreneurs, des employés du secteur numérique, des artisans, des étudiants et des retraités. Donc en fait, tous les groupes sociaux ont été représentés dans la rue. Et vous êtes rendu au Bélarus à ce moment-là pour participer et pour observer ces manifestations? J'y ai été. Et ce que, peut-être pour compléter le profil justement des personnes qui manifestaient, d'après les enquêtes sociologiques qui ont été faites, la plupart des personnes étaient des novices en politique. Ça veut dire que c'est des personnes qui se tenaient à distance de la politique. Si on prend justement là, les premières manifestations, près de 70% étaient des primo-participants. Cela veut dire que des personnes qui n'ont jamais protesté, n'ont jamais participé à des mouvements sociaux, ne sont jamais descendus dans la rue et n'avaient pas de contact avec les milieux protestataires. Mais ce qui les a réunis, cette diversité donc, des profils, c'est les 3 mots d'ordre. Arrêter la répression, libérer les personnes emprisonnées, et le troisième ordre d'ordre, c'était le départ inconditionnel de Loukachenko. Merci. Donc justement, pour revenir, vous avez participé à des manifestations. Je sais que vous êtes venu au Bélarus à ce moment-là. Mais... J'ai été. D'accord, mais je ne vous pose pas plus de questions. Mais Pavel, vous étiez journaliste à ce moment-là et vous étiez dans les rues en train de couvrir ces événements avec les personnes, tous les Bélarusses qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre d'ailleurs. Il n'y avait pas que des manifestations, mais plein d'autres initiatives qui étaient mises en place. Quel est votre regard? Comment vous l'avez vécu les dynamiques des manifestations, comment ça a commencé, quels étaient les points qui unissaient les gens, pourquoi, selon vous, ils étaient sortis dans les rues? Pour les premières, je veux m'excuser pour mon français, c'est parce que j'ai étudié le français à l'école il y a 20 ans, et parfois j'oublie les mots et ça m'arrête et je ne peux pas terminer la phrase, mais je vais demander à Alice à m'aider et je pense que tout sera bien. Bon, je pense que le principal que Tatiana a dit, c'est ce que ces gens qui ont protesté, ils ont été profonds dans les politiques. Ils n'ont pas intéressé de politique du tout. Et comme des journalistes, nous sommes très surpris par les protestes du tout.
parce que les élections en 2015, ils ont passé absolument tranquilles, sans proteste. Loukachenko a écrit les numéros. Je pense que c'était 80% pour 86, lui, il me semble. quelque chose comme ça. 5% pour chaque oppositionnaire qui ont participé à l'élection, et c'est tout. Et ça, c'était terminé. Et pourquoi les hommes et les femmes, ils sont venus à les rues? Je pense que parce qu'un des candidats, c'était Victor Babariko, il a dit qu'il fait tout conformément à la droit. Et cela signifiait pour le peuple que tout sera légal, que tout sera sûr. Et c'est pourquoi ils sont venus. Mais un jour des élections, Victor Babariko, il a été en prison déjà. Et nous, comme journalistes, nous avons compris qu'il n'y avait pas évolution de ce processus, que Loukachenko ne veut pas faire tout clair. Mais les protesteurs, ils n'ont pas compris tout cela. Il y avait des bureaux de vote où les chiffres sont vrais, où Svetlana Tikhanovskaya a vaincu. Et nous avons vu des émotions de ceux qui sont venus de voir ce qui se passe à ces bureaux. Et mais il y avait les bureaux avec une autre situation. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont venu dans les rues pour montrer qu'ils sont nombreux et que la situation n'est pas si claire comme les autorités veulent le présenter. Et je pense qu'à le jour de l'élection, à 10 heures, les autorités, les forces de sécurité ont commencé d'utiliser des bols de caoutchouc et des balles de caoutchouc, des grenades, et ça commencerait 3 jours de répression totale, 3 jours de très sombres jours sans Internet. C'est parce que il n'y avait pas de l'Internet du tout en Bélarus. Tout le pays a été à vivre 3 jours sans Internet. Et les hommes de les régions, ils ont téléphoné à notre rédaction et ils ont demandé ce qui se passe à Minsk. Pouvez-vous raconter à nous ce qui se passe, parce que personne ne connaît ce qui s'est passé ces jours. Et après, je pense que les prisons ont été pleines et les autorités, ils ne peuvent pas détenir plus de peuple, et ils ont commencé et tous les arrêtés ont commencé à sortir des prisons. Et le jour suivant, les femmes ont organisé une petite manifestation en centre de Minsk. Ils ont été habillés en blanc. Oui, et ils sont venus avec les fleurs, et c'était très pacifique. Oui. Et les forces de sécurité n'ont pas compris ce qu'il faut faire dans cette situation. Ils ont déjà donné à beaucoup de
peuple détenu de sortie. Et cette manifestation est très pacifique. Et il n'a pas fait rien. Donc c'était une manifestation des femmes contre la violence qui était faite à tous les arrêtés, les prisonniers dans la Cristino, à toutes les personnes qui étaient torturées dans ces prisons, c'est ça? Oui, et en ce moment, tout le monde croit que tout est possible, que la situation n'est pas perdue. Et 2 jours après, il y avait une très grande manifestation. Je pense qu'il y avait 500 000 personnes à Minsk et beaucoup des hommes et des femmes dans les régions. Et après, il y avait, c'est ce que nous avons vu dans le film Courage, 3 jours de violence, et après, beaucoup de jours de très grandes manifestations et la libération complètement dans les rues, dans toutes les villes en Biélorussie. Nous sommes très inspirés, nous avons été très inspirés, et nous avons pensé que la révolution est vaincue, que c'est tout. Le régime ne peut pas élever encore une fois. Mais c'était seulement la pause, et après 3 semaines, ils ont commencé de presser les manifestations, de détenir tout le monde de nouveau. Et c'est de ce moment à ce moment, c'est ce qu'ils font en Biélorussie. D'accord, merci. Et justement, je voulais poser la question à Ronan. Vous, votre livre, je crois qu'il marche. Ok. Ouais. Oui. Merci. Vous, votre livre, il sort en août 2020. Et est-ce que vous étiez surpris par ce qui était en train de se passer au Bélarus? Quel est votre regard d'un sociologue écrivain qui étudiait le pays, qui y revenait longtemps? Est-ce que vous pouvez prévoir qu'une chose pareille va arriver? J'étais stupéfait. J'étais en France. J'avais vu dans les semaines qui précédaient que la campagne ne se passait pas comme en 2010, par exemple. Mais surtout, le livre qui paraît en août 2020, donc 10 jours après les élections, c'est un livre que j'ai rédigé au terme d'une dizaine d'années de recherche sur la vie dans les villages au Bélarus, sur le quotidien dans un régime autoritaire et sur les formes de consentement, d'arrangement, sachant que le monde rural est vu comme un soutien du régime. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire du terrain dans ces 10 années pour rencontrer des villageois, pour comprendre comment ils vivaient, comment ils s'organisaient au niveau domestique, leur vie au travail, leurs relations familiales, et pour comprendre leurs relations aux politiques, leur rapport aux politiques, pourquoi ils étaient parfois pour Loukachenko, parfois ils n'étaient pas contre, en tout cas ils n'étaient pas contre, même s'ils n'étaient pas pour, etc. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi ça ne bougeait pas dans le monde rural, et brusquement, en ville, et aussi dans les petites villes, grandes villes de province, et aussi les petites villes de province, et dans certains villages, selon certains témoignages que j'ai pu avoir, ça a bougé extrêmement brutalement. Donc, stupéfaction, je pense que assez peu d'experts, même dans le monde de la diplomatie, etc., avaient pu véritablement anticiper ce qui allait se passer, même si, a posteriori, on peut reconstruire le déroulement, la dynamique, et comprendre qu'en fait il y avait des éléments qui étaient là en germe, qui permettent ensuite d'expliquer pourquoi brutalement il y a eu cette ouverture dans l'espace public pour de nombreux citoyens bélarusses. Je crois que Tatiana tout à l'heure elle a mentionné les travailleurs du secteur de la santé, et du coup c'est la crise entre autres de Covid-19 qui a participé à quelque part. Je n'étais pas sur place en août et septembre 2020. J'étais aussi à l'université en France avec mes contraintes universitaires. Et j'ai commencé à essayer de réfléchir comment je pouvais raconter ce qui se passait. Et c'est 1 an après que je suis parti, une fois que le mouvement avait été réprimé, que je suis parti à Prague en séjour de recherche, en République tchèque, et que depuis la République tchèque, je suis allé rencontrer des
personnes qui avaient participé à ces manifestations et qui depuis s'étaient exilées, soit parce qu'elles avaient été persécutées, soit parce qu'elles risquaient d'être persécutées. Et donc je leur ai demandé de me raconter un peu leur histoire depuis 2020. Effectivement, il y avait quelques éléments dans les mois qui précédaient qui permettaient de comprendre que quelque chose changeait dans la société. À court terme, de manière conjoncturelle, il y a le Covid. Le Covid a suscité une certaine inquiétude, voire angoisse dans la population face à cette pandémie, sachant que Loukachenko se moquait du virus, paradait en montrant qu'il n'en avait pas peur, disait qu'il suffisait de boire un peu de vodka et de faire de passer dans le bain russe pour s'en sortir, et que ceux qui mouraient du virus, au fond, c'était les gens qui n'avaient pas eu un mode de vie sain, donc quelque part, c'est un peu de leur faute. Et ça a été très mal perçu au Bélarus, parce que ce virus, il touchait tout le monde, qu'on soit proche du pouvoir, éloigné du pouvoir, pour Loukachenko, contre Loukachenko. Et au Bélarus, il y a aussi probablement la mémoire de Tchernobyl, qui a aussi ressurgi sur les mensonges d'État par rapport à des questions de santé publique, puisque après l'explosion de la centrale 26 avril 86, c'est le Bélarus qui a été le plus touché. L'histoire a été faite en grande partie là-dessus, mais il y a véritablement une conscience que quelque chose pose problème. Et comme l'État ne faisait rien, les gens se sont organisés face au Covid. Ils se sont auto-organisés, ils ont pris des mesures eux-mêmes pour ne pas tomber malades. Il y a un secteur des technologies de l'information, de la communication informatique qui était très développé, avec des gens extrêmement compétents, donc avec des imprimantes 3D, ils pouvaient fabriquer des masques, etc. pour les hôpitaux, des blouses pour les hôpitaux. Donc il y a des formes d'auto-organisation horizontale qui se sont organisés. Et ça, c'est extrêmement important, parce que dans un de mes entretiens, je me souviens un artiste qui s'est fait d'ailleurs fortement brutalisé pendant les manifestations, qui est parti, on pourra peut-être revenir sur ces questions plus tard, m'a dit, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a plus besoin de cet État. Cet État qu'on n'aimait pas, de toute façon, on se rendait compte qu'on n'avait même pas besoin de lui. De toute façon, il ne nous aidait pas. Donc il y avait ce sentiment véritablement d'une capacité, d'une puissance à agir qui commençait à se diffuser au sein de la société. Donc ça, c'est quand même un facteur important. Après, l'autre facteur important, il me semble, c'est aussi la campagne électorale, qui était très particulière, avec Tikhanovskaya, Svetlana Tikhanovskaya, qui a incarné aussi probablement un certain nombre d'espoirs. Il faut expliquer que la répression ne s'est pas faite après les élections par rapport aux candidats, elle s'est faite avant. Tout à l'heure, Pavel parlait de Babariko. Il y avait 3 candidats, Tikhanovsky, un blogueur très populaire, etc., qui est emprisonné dès le mois de mai, Babariko qui est emprisonné au mois de juin, et puis Tsepkalo qui lui fuit parce qu'il comprend qu'il va aussi être arrêté. Donc il y avait 3 candidats et ils sont tous arrêtés avant les élections. Donc Loukachenko devait sentir que quelque chose se passait. Et Tikhanovskaya, qui n'avait jamais fait de politique, c'était une femme qui s'était occupée de ses enfants, qui avait fait des études d'anglais, qui avait fait un peu de traduction de cours d'anglais, décide de se présenter à la place de son mari, emprisonné, malgré les pressions qu'elle pouvait subir, avec les pressions qu'il y avait sur son mari en prison. Et elle décide de faire face à Loukachenko, qui la méprise dans des discours très sexistes, qui rend public. Oui, et son programme, c'était refaire les élections. C'était pas un programme « je vais diriger le pays, je vais gagner pour refaire les élections libres pour que les personnes compétentes puissent gagner ». Tout à fait. Et derrière Svetlana Tikhanovskaya se rangent 2 autres femmes, Véronika Tsepkalo, la femme de Valéry Tsepkalo, et Kalesnikova, qui était la chef d'état-major qui est dans la campagne, dans l'équipe de campagne de Babariko, qui se rangent derrière Tikhanovskaya. Donc on avait un trio de femmes charismatiques, qui réussissent à attirer du monde, des jeunes dans des meetings. Donc quelque chose se joue. Et puis ce secteur des technologies de l'information, toujours de manière conjoncturelle, lui, il a des outils, il sait comment organiser les choses. Quand on parle, Pavel disait tout à l'heure, le soir, on savait que dans des bureaux de vote, Tikhanovskaya avait gagné. Mais comment on le savait ? Parce qu'ils avaient créé une application, Golos, la voix, en disant, si vous êtes dans un bureau de vote, de toute façon, on ne prendra pas forcément en compte votre bulletin de vote. Donc ce que vous faites, c'est que dans le bureau de vote, avant de le mettre dans l'urne, vous photographiez votre bulletin de vote. Et puis évidemment, si le soir on annonce qu'il y a eu 700 voix pour Tikhanovskaya alors qu'il y a 1500 votants qui ont mis leur photographie, on saura qu'il y a eu des fraudes qui étaient massives. Donc il y a un certain nombre d'éléments conjoncturels qui font que quelque chose se passe avant. Passer à une question, revenir aux questions à la base. Est-ce que vous croyez que... Voilà. Et Tatiana veut s'exprimer là-dessus. Est-ce que c'était les manifestations pacifiques, c'était la seule voie possible ou non ?
Moi, je dirais que c'était la seule fois, possible vu le profil justement des manifestants. Puisque donc je dis qu'il y avait beaucoup de novices en politique et des personnes qui sans aucune expérience militante. D'une certaine façon, justement, c'est cette action non violente, pour moi, c'était la force de ce mouvement, puisque c'est derrière ce moyen d'action que les gens à des profils tellement variés ont pu se rejoindre et à des entre août, septembre jusqu'au octobre. Donc vous avez les lundis, il y avait des il y avait des marches de retraités. Jeudi, c'était les marches des personnes à mobilité réduite. Samedi, c'était les marches des femmes. Et dimanche, c'était une action, des manifestations qui réunissaient l'ensemble des citoyens bélarusses. Et je pense que ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que Bélarus n'a jamais connu d'affrontement violent, je veux dire avec la police. En caricaturant un tout petit peu, je pense que la dernière fois quand les pavés ont été envoyés vers les forces de l'ordre, c'était à la fin des années 90. Et donc depuis... Française, ouais. Voilà. Et donc depuis, en fait, la protestation... politique ou autour des sujets plus socio-économiques était toujours, c'était des protestations non violentes. Et peut-être un des derniers éléments, c'est que, en fait, l'action violente nécessite des savoir-faire spécifiques. Et au Bélarus, il n'y avait pas de structure paramilitaire. Donc, en gros, il n'y avait pas de groupe constitué qui avait ces savoir-faire nécessaires. Voilà. Et dernière, juste dernière, c'est que le passage à l'action violente ne se veut pas du jour au lendemain. Donc il résulte d'un processus long, processus de radicalisation, donc, au terme duquel l'idée que d'autres moyens ne marchent pas, donc que la violence reste le moyen ultime, en fait. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Et qui nécessite d'apprentissage, souvent apprentissage au sein d'un groupe où le partage d'expérience est possible. Et si on compare, par exemple, si on fait une comparaison entre les protestations au Bélarus de 2020 et Maïdan, donc en 2014 en Ukraine, les violences en fait éclatent, mais au bout de presque 2 mois, voire plus, d'occupation permanente de la place. Voilà, donc l'occupation qui a permis justement à des groupes tout à fait différents de se réunir, de partager donc, des savoir-faire et expériences, y compris des savoir-faire violents. Voilà, et donc c'est au bout, donc, il y a pas mal de temps pour que des personnes qui n'ont jamais recouru à la violence ont pu le faire. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, vous pouvez faire une conclusion que les femmes sont la force principale en Bélarus, et je pense que c'est vrai. Et nous pouvons expliquer cela parce que les policières, ils sont jeunes, plusieurs, et ils ne comprennent comment lutter contre les femmes. Ils n'ont pas compris cela, c'est pourquoi ils sont très bons en violence contre des autres gens, mais ils ne comprennent pas comment ils peuvent utiliser la violence contre les femmes. Mais 2 ou 3 semaines passées, et ils ont été prêts d'être violents avec les femmes aussi. Et ils commencent à détenir les femmes, les grands-pères et grands-mères qui ont leur séparé manifestations, etc. Et justement, pour passer de ces manifestations pacifiques à un paradoxe, après que la guerre éclate en 2022, quand la Russie commence la guerre contre l'Ukraine, il y a eu beaucoup de Bélarusses exilés, pour la plupart des anciens participants des manifestations au Bélarus de 2020, qui s'engagent dans l'armée ukrainienne
et par la suite qu'il y a des bataillons des combattants biélorusses en Ukraine et formés, bataillon Kalinovski et d'autres bataillons par la suite. Donc il y a un nombre assez que nous ne connaissons pas exactement, mais un nombre assez grand les plus grands, comment dire, c'est parmi les volontaires étrangers, les Bélarusses forment le groupe le plus grand des combattants qui sont engagés. Et je voulais poser justement cette question à Tatiana, qui est en train de faire la recherche sur les combattants biélorusses qui sont engagés, quels sont les profils qu'ils tu as rencontrés, quels sont les gens, qu'est-ce qui leur motive, pourquoi ils ont fait ça? Encore une fois, les profils sont très variés et je pense que peut-être une des choses qui réunit toutes ces personnes, c'est que c'est des personnes qui n'avaient aucune expérience combattante, donc aucune expérience de guerre avant. Pour la motivation, en fait, il y a une phrase que j'entends souvent, c'est que donc notre objectif, c'est libérer l'Ukraine pour libérer Bélarus. Voilà. Et donc dans l'idée que la victoire de l'Ukraine affaiblira la Russie et donnera une chance de finir avec le régime Loukachenko. Donc la Russie, en fait, apparaît comme ennemi commun, alors que des postures anti-guerre, en fait, étaient absentes au début des protestations de 2020. Et elle s'est formée peu à peu à raison du soutien que Moscou a apporté à Loukachenko et donc voilà, la contribution à son maintien au pouvoir. Donc on peut dire que voilà, donc Russie ennemi commun non seulement à cause de ses aspirations impérialistes, mais également puisque Moscou est vu comme un acteur qui contribue au maintien au pouvoir de Loukachenko. Et peut-être une autre chose qui réunit toutes ces personnes, c'est que leur engagement combattant, en fait, il s'inscrit dans la continuité de leur investissement dans les protestations de 2020. Et les trajectoires de certaines personnes le montrent bien. Donc, il s'agit des personnes qui étaient plutôt apolitiques et se tenaient à l'écart de la politique et des protestations avant 2020. En 2020, ils s'investissent fortement dans les protestations. Certains sont reprimés. Sévèrement battus, donc c'est vraiment passé au tabac ou qui se retrouvent dans le centre de détention Klestina, qu'on a vu hier dans les deux films, tristement connu par ses pratiques de torture. Et c'est également la répression qui les oblige à quitter donc, le pays et trouver refuge en Ukraine, mais également en Pologne ou en Lituanie. Donc une fois, donc après leur exil, ils continuent à s'investir dans, participer à des actions autour de la cause bélarusse, tout en sentant leur impuissance et incapacité à peser sur la situation en Bélarus. Et après 2022, donc au moment de l'invasion à grande échelle, en fait, donc le passage à l'action combattante aux côtés des Ukrainiens, donc leur permet en fait de retrouver leur agentivité politique et leur pouvoir d'agir qu'ils ont découvert au Bélarus en 2020, donc de pouvoir repliquer et d'une certaine façon ne plus rester dans le statut de victime de la répression, mais pouvoir changer le rapport de force. De le paradoxe, ils l'ont appris à être manifestants pacifiques, et là ils le réapprennent et le continuent dans l'engagement militaire. Donc prendre les armes et partir combattre en Ukraine, c'est une façon de continuer le combat pour, si je reprends les termes que j'entends souvent, pour un Bélarus libre et démocratique, mais dans un autre contexte, donc à une autre échelle et avec d'autres moyens. Mais je n'aime pas cette approche, combattre pour l'Ukraine, pour libérer la Biélorussie. C'est parce que toujours la Biélorussie est dans les secondes places dans telle construction. Libérer la Russie pour libérer la Biélorussie. Libérer l'Ukraine pour libérer la Biélorussie. Quand nous commencerons de libérer la Biélorussie elle-même, c'est parce que cette approche est très populaire au Bruxelles, par exemple, qu'il ne faut pas combattre Loukachenko,
il faut lutter avec le Poutine, parce que le Poutine est le principal dans cette lieu, dans cette paire de politiciens, parce que Loukachenko est dépendant de Poutine, et si le Poutine ne peut pas soutenir Loukachenko, Loukachenko va commencer les changes démocratiques, etc., etc. Mais je ne pense pas que c'est vrai. Oui, c'est ça. La motivation est, comme Tatiana a dit, libérer, battre pour l'Ukraine, pour libérer la Biélorussie. Mais je ne pense que ça marche vraiment. Je ne pense que la libération de l'Ukraine a comme conséquence la libération automatique du Bélarus. Et mais justement, c'est... En même temps, je pense que tous les masses manifestations, ils ont choisi que les Bélarusiens ont fait le choix. Comme les Ukrainiens ont fait le choix en 2030, quand ils ont Euromaïdan. C'était le Euromaïdan, c'était le proteste contre Yanukovych qui a refusé de signer les accords d'association avec l'Europe, l'Union européenne. Et les protestes du Bélarusien, ils étaient pro-européens. Ce sont des hommes et des femmes qui ne veulent pas habiter à l'Union soviétique de 0, qui comprend que la route du Bélarus en futur est avec l'Europe. Il ne faut pas battre quelqu'un autre pour avoir ce résultat. Et alors, pour revenir aux questions des volontaires bélarusses, justement, est-ce que tu connais le nombre de personnes à peu près des Bélarusses qui combattent au sein de l'Ukraine? Et par de nombreuses interviews, moi j'ai vu ces avis qu'il donnait. Nous combattons en Ukraine pour apprendre, pour par la suite justement appliquer notre savoir-faire violent pour le renversement de l'État. Il y a eu les interviews et ces paroles prononcées par les combattants et par les volontaires en Ukraine. Je pense qu'aujourd'hui, il y a autour de 2000 Bélarusiens qui combattent l'Ukraine dans les divisions différentes, dans la division de Kalinovsky, plusieurs, et dans les 2 légions internationales aussi. Et certains sont mes amis, certains sont ceux que je connais quand ils ont participé dans les protestes. Mais plusieurs sont anonymes pour moi et ils veulent être anonymisés parce que si les autorités bélarusiennes vont connaître qu'ils participent à la guerre pour l'Ukraine, c'est bon pour le Minsk officiel d'être quand le Bélorusien est le soldat russe. Pas de conséquences, c'est très bon. Mais quand tu combats pour l'Ukraine, c'est très mal et il peut... Tu es considéré comme missionnaire et c'est des peines d'emprisonnement allant de 5 à 7 ans. Oui, et plusieurs sont des relatifs à Bélarus et les autorités arrivent à cette relatif et si la personne est à l'Ukraine et il ne peut pas le tenir, je ne sais pas, достать. Человек достать. Qu'ils ne peuvent pas attendre cette personne oui, pour la punir. Les relatifs sont en Biélorussie, c'est pourquoi ils sont presque tous anonymisés. Et je pense qu'il y a autour de 40 personnes tuées et nous avons des personnes blessées quelquefois qui ont rentré à l'armée ukrainienne et prolongé leur combat. Et ça dit que il a une idée, il a ce que il comprend pourquoi ils sont à l'Ukraine. Mais je vais
dire encore une fois que pour moi, c'est la guerre pour le futur de l'Europe. Pas pour la liberté du Bélarus. C'est la guerre pour le futur de l'Europe. En Ukraine, c'est parce que si Poutine va gagner, il ne va pas arrêter. Les pays baltes sont suivants, Pologne, etc. Merci. Et Ronan, vous avez donc écrit, après les événements de 2020, un livre, La Révolution suspendue. Et vous avez étudié, vous avez parlé avec les exilés bélarusses. Est-ce que parmi eux, parmi les héros de vos recherches et de votre livre, est-ce qu'il y a ceux qui sont partis justement en guerre en Ukraine pour défendre l'Ukraine? Non, j'ai rencontré une trentaine de personnes, donc à Vilnius en Lituanie, à Varsovie et à Poznan en Pologne, et puis à Prague et à Pilsen en République tchèque. Donc c'est des jeunes et des moins jeunes, des hommes, des femmes, des professions différentes, universitaires, étudiants, médecins, IT-chniki, des travailleurs dans les secteurs de l'informatique, des cadres moyens de grands conglomérats industriels, etc. Donc des gens qui étaient très variés, d'origine sociale très variée, qui ont tous participé, qui ont tous subi soit donc des persécutions, soit qui avaient très peur d'être arrêtés et d'être mis en prison. Toutes ces personnes, la plupart en fait, racontaient avec enthousiasme cette journée du 16 août, lorsque toute la foule était dans les rues de Minsk de manière pacifique, etc. Et pour eux, il y avait une dimension tragique en fait dans leur récit, c'est qu'à la fois c'était beau et puissant parce que c'était non violent et pacifique, parce que tout le monde était là pour se réunir et pensait que la seule force du nombre allait faire tomber ce régime, et en même temps tragique parce que c'était impossible de l'emporter face à un régime politique aussi brutal que celui de Loukachenko, et que certains regrets commençaient à percer justement avec l'exil, avec la prise de conscience de tout ce qu'on avait sacrifié et de tout ce qu'il faudrait encore sacrifier, puisqu'on ne peut plus retourner au pays, on a des parents qui y sont, etc. Donc cette question de la violence, du pacifisme, elle est présente en fait dans les récits qu'on retrouve. En revanche, moi, je n'ai pas rencontré de personnes qui étaient combattantes ou avaient des souhaits de combattre. Beaucoup, la plupart, je pense même la totalité, ou presque la totalité, ont en revanche mené des actions de solidarité envers les Ukrainiens dès le 24 février 2022 ou dès le 25 février, en les aidant pour des passages de frontières entre l'Ukraine et la Pologne, puisque beaucoup ont fui très très rapidement dès les premiers jours de l'invasion à grande échelle par la Russie. Accueil dans leur appartement à Varsovie, etc. Donc il y a eu beaucoup d'actions de solidarité. En revanche, j'ai rencontré un personnage intéressant, alors qui n'est pas, lui, combattant en Ukraine, mais qui était un policier assez haut gradé dans les services de sécurité bélarusses, et qui fait partie de ces gradés de la police ou du service de sécurité qui se sont retournés contre le régime au mois d'août et septembre 2020, qui ont pensé qui en fait ne supportaient pas la violence qui était déchaînée, alors que bon, il avait très longtemps servi ce régime, et le degré de violence n'était pas supportable, donc ils se sont retournés et sont partis en exil, ont fondé l'organisation BIPOL. Donc des policiers dissidents divers. Et eux combattent aussi le régime, non pas en Ukraine, mais ils combattent avec des techniques, non pas violentes, mais des techniques, disons, policières, d'enquête, pour lutter contre le régime. D'une part, ils cherchent, alors bon, évidemment dans les déclarations qu'ils font, ils ont besoin probablement d'accroître le poids qu'ils ont, c'est très difficile de savoir ce qui se passe vraiment, mais ils expliquent qu'ils ont des informateurs dans les services de sécurité qui leur disent ce qui se passe. Ils enquêtent sur les crimes commis pour pouvoir un jour juger ces personnes. Et ces organisations BIPOL travaillent assez étroitement avec Tikhanovskaya qui est en exil, et tous ces différentes formes d'opposition, soit à Loukachenko, soit en même temps de soutien à l'Ukraine, finalement ont des
points de résonance, voire des liens plus ou moins directs entre ce qui se passe à Vilnius avec Tikhanovskaya, ce qui se passe à Varsovie avec Baïpol, et puis les combattants de Kalinovski en Ukraine. Je pense qu'il faut avoir cette vision où tout ça est aussi en relation. Merci. Et j'ai envie maintenant qu'on revient au Bélarus d'aujourd'hui, donc 2024. Pavel, tu, en étant rédacteur en chef de Euroradio, tu es étroitement lié avec toutes les nouvelles qui nous parviennent du Bélarus, et j'imagine que vous réalisez encore des sujets à l'intérieur. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, la répression est dans son summum, en tout cas, juste comparable avec ce qui s'est passé avant. La répression au Bélarus est la plus forte depuis toutes ces années et tous ces mois que le peuple a pu connaître. Je pense que les répressions sont à un niveau constant. Il y a beaucoup de temps et les autorités ne veulent pas les terminer parce qu'ils veulent arrêter ou à force de quitter le pays tous gens, toutes femmes qui sont contre Loukachenko. Elle se manifeste par quoi, la répression? Donc c'est les arrestations, c'est quoi? Se manifeste. La répression, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que les gens sont arrêtés? Est-ce que les gens sont renvoyés de leur poste? Est-ce qu'ils sont menacés, persécutés? Comment ça se passe? Oui, les autorités veulent contrôler tout. C'est pourquoi, par exemple, ils peuvent arrêter quelqu'un dans la rue et demander de montrer leur smartphone. Et s'ils trouvent là les subscriptions, par exemple, médias indépendants, comme le tien, comme par exemple Euroradio, c'est parce que nous sommes extrémistes. Moi, je suis extrémiste en Bélarus. Vous devez comprendre ce que vous êtes dans une salle avec un extrémiste, mais j'ai pensé toujours que extrémistes, ce sont des hommes extrémistes, terroristes, ce sont des hommes du Midwest, armés avec les bombes, etc. Mais pour les autorités bélarusiennes, ce sont les médias indépendants et les protesteurs. Oui, s'ils trouvent quelque chose dans ton smartphone, ils te tiennent à prison pour 50 jours. Et ça peut être terminé après ces 50 jours, mais après, ça peut être seulement le commencement de cas criminels ou d'affaires criminelles et de 2-3 ans. Encore, les détentions, les répressions, les actualités, nous recevons chaque jour. Chaque jour, quelqu'un est retenu, etc., etc. Et je ne pense que les répressions peuvent être terminées parce que Loukachenko, nous avons discuté beaucoup aujourd'hui et hier de la nature de violence. Et les autorités totalitaires lesquelles Loukachenko représente dernière année, ils ne savent pas comment ils peuvent parler avec leur peuple sans violence. Ils ne savent pas comment ils peuvent parler avec les autres pays sans propagande de la guerre, etc. Et je pense que les violences, les répressions est dans la nature de ce régime. C'est pourquoi elle ne termine pas et nous avons autour de 1500
prisonniers politiques. Justement. Et c'est ce qui, l'information de qui nous avons, c'est ce que nous connaissons. Et combien, Tatiana, tu connais combien d'affaires criminelles Non, en fait, je dirais justement, tout à l'heure, on discutait, et on abordait le nombre de prisonniers politiques qui se trouvent toujours aux prisons. Moi, je regardais le matin, Ronan regardait dans l'après-midi, et le nombre a changé. Et nous avons regardé juste avant la présentation de cette conférence, il y a eu un nouveau prisonnier politique en plus. Donc aujourd'hui, c'est 1431. 31, et oui. C'est un chiffre donc, qui ne tient pas compte du nombre de personnes qui ont été libérées après avoir purgé leur peine en intégralité. C'est également un nombre qui ne tient pas compte de toutes les affaires criminelles qui ont été lancées. Et il faut aussi préciser que pas toutes les personnes poursuivis pour des motifs politiques sont reconnus comme prisonniers politiques. Certaines personnes, justement, essayent refusent cette reconnaissance par les défenseurs des droits de l'homme en pensant que le verdict, la peine soit moins lourde ou en pensant que le traitement aussi en colonie pénitentiaire soit autre, puisque les prisonniers politiques ils sont bien distingués, voilà, et le traitement qui leur est réservé est bien différent par rapport aux prisonniers de droit commun. Et cette peur a une raison, parce que les derniers mois, il y a eu des répressions contre les proches des prisonniers politiques, des proches des activistes à l'exil, des membres de conseils de coordination, mais également de ceux qui sont les proches des anciens prisonniers politiques qui sont encore dans le pays même. On peut ajouter que les conditions de détention sont difficiles à documenter, évidemment, mais sont dures. En tout cas, au mois de janvier, un quatrième, faut me dire si je me trompe, mais un quatrième prisonnier politique est mort en prison du fait d'absence de traitement. Il avait des problèmes cardiaques, c'était annoncé dès qu'il était emprisonné, etc. Il n'a pas été soigné, il est mort en prison. Et c'est le quatrième depuis 2 ans. Donc il y a un régime de terreur qui ne se traduit pas par le nombre de morts. C'est pour ça probablement qu'en France, on a du mal à se représenter l'échelle de la répression qu'il y a au Bélarus. Si on parle de l'Iran, c'est des centaines de morts qu'il y a eu au moment du d'étouffement de la contestation et des protestations en Iran. Il n'y a pas eu ce chiffre au Bélarus. Il y a eu quelques morts, 10, 15, bon, certains sont retrouvés pendus, est-ce qu'ils ont été pendus, est-ce qu'ils se sont pendus, etc. Mais ce n'est pas des centaines de morts. En revanche, c'est des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'incarcérations pour une journée, 2 jours, une semaine, 5 ans, 10 ans, 15 ans de prison. Donc ça, c'est véritablement, il y a un quadrillage de la population qui fait qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas contester. Si on veut contester, on prend des risques qui sont énormes. Mais contester, c'est simplement avoir une application comme Euroradio, etc. sur son smartphone. C'est porter les couleurs de la Révolution, le blanc, rouge, blanc. Une petite marque peut vous emmener directement à un interrogatoire, à moins de pression. La répression, c'est aussi, ça passe pas simplement par les peines de prison, pas simplement par les amendes, ça peut être des menaces au travail. 80% de l'économie nationalisée, si on n'est pas loyal au régime, on peut être éventuellement licencié. Si on n'a pas peur d'être licencié, on va menacer de licencier l'oncle, la tante, le cousin, le frère, le neveu, etc. Donc il faut comprendre ce que ça produit en fait sur la société, qui fait qu'on ne peut rien faire. J'ai rencontré, moi, en exil, une jeune femme d'une 30aine d'années qui a fui l'été 2022, le Bélarus, à pied, en passant par la forêt pour passer la frontière entre le Bélarus et la Lituanie. Elle a été arrêtée, elle a été condamnée parce qu'elle avait mis des autocollants anti-guerre dans la rue et qu'elle avait pris elle risquait plusieurs années de prison. Donc c'est ça le degré de répression. Donc il n'y a pas beaucoup de morts, on n'en parle pas beaucoup dans la presse. Effectivement, ce régime sait bien comment fonctionnent nos démocraties. On ne va pas avoir un article de journal à chaque fois qu'il y a une nouvelle arrestation. Mais ça, je pense que c'est fondamental de le comprendre. Et ensuite, il faut comprendre que cette répression, elle prend véritablement l'aspect d'une persécution, voire d'une vengeance d'État. C'est un terme qui a été employé par Anaïs Marin, la rapporteure spéciale sur la situation des droits de l'homme au Bélarus auprès des Nations Unies. Elle parlait de vengeance d'État très tôt, dès 2021. C'est-à-dire que systématiquement, on va pourchasser, on veut faire payer à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la contestation. Et donc on va
continuer à mettre une pression énorme sur tous les exilés. Il y en a, c'est un pays de 9 millions d'habitants, 9 millions 2 avant 2020. Aujourd'hui, c'est 300, 400, 500 000 exilés. Alors, ils sont difficiles à comptabiliser, etc. Mais les différents chiffres, aujourd'hui, ce serait plutôt 500 000 exilés. C'est énorme par rapport à une population. En 2 ans, c'est énorme, absolument énorme. Il y a ces exilés qui ne peuvent plus rien faire. Une partie a demandé le statut de réfugié politique. Les autres voudraient rentrer au pays parce qu'on a laissé des parents âgés, on a de la famille, etc. On a aussi des biens. Et ceux-là, on continue à leur mettre la pression. Expropriations qui vont quasiment être systématiques pour un grand nombre d'exilés. On peut se dire c'est pas grand-chose, mais enfin c'est quand même très important dans une vie, quand on a 50, 60 ans, tout ce qu'on a pu économiser. C'est la difficulté à avoir un nouveau passeport. On est parti dans l'urgence, on avait un passeport bélarusse, on a été accueillis avec des visas humanitaires avec différents statuts, notamment en Pologne et en Lituanie. Quand on n'a plus de passeport, on risque de se retrouver apatride. Oui, on oblige à rentrer au Bélarus. On oblige à rentrer au Bélarus pour éventuellement... C'est très cynique, c'est une façon de rendre la vie des exilés encore plus dure. Exactement. Il y a un cynisme et une systématicité dans la répression qu'il faut vraiment avoir en tête, qui rejoint tout ce que Tatiana et Pavel ont dit. Mais c'est vrai que depuis la France, c'est pas toujours facile de le saisir, parce que comment on n'entend parler du Bélarus, de temps en temps, il y a un article, il n'y a pas d'actualité majeure. Ce qui se passe dans le monde fait qu'il y a des actualités terribles, donc qui sont très documentées. Au Bélarus, il n'y a plus d'actualité majeure dans ce sens-là. Mais en fait, la répression continue de manière systématique, et ce pays est comme héritier d'une tradition tchéquiste, du KGB, etc., avec des techniques, tout un travail, toute une organisation, une bureaucratie, où le matin, on va au travail, et le but, c'est de réussir à trouver une nouvelle personne à arrêter. Voilà. Je dois rappeler que Bélarus, le service secret s'appelle toujours le KGB, comme dans les temps de l'Union soviétique. Pourquoi changer, dit Tatiana Chokan. Évidemment, ça a resté les mêmes manières, les mêmes principes et les mêmes façons de faire. Ce que je peux juste ajouter aussi, c'est sur quoi porte la répression. C'est pas uniquement protester, mais c'est également être solidaire des personnes qui ont été réprimées. Et depuis un an à peu près, donc il y a un travail acharné de l'appareil policier contre les personnes qui ont fait des donations, parfois des petites donations de 10 € maximum, donc via les plateformes, les initiatives de solidarité, donc avec les personnes réprimées en Bélarus, qui ont été donc formées à ce moment-là. Cela veut dire en 2020, et qui, à l'époque, n'étaient pas encore considérées comme des organisations extrémistes. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus des condamnations à des peines de prison ferme pour ayant justement participé à cette collecte de dons, ou une autre façon trouvée par le régime, c'est une espèce d'amende. En fait, la personne est convoquée et elle est obligée de faire une donation pour le compte d'une institution étatique. Et de cette façon-là, il signait un papier comme quoi il a financé une organisation extrémiste, ou je m'appelle plus, une organisation extrémiste ou financement des activités extrémistes. Voilà, donc on ne sait pas ce que sera fait avec ces papiers signés, mais au moins. Voilà, donc c'est une façon de s'en sortir, en gros, de cette situation. Et finalement, les gens, vu le contexte, se disent que j'ai eu de la chance. Je n'avais que payé et je ne me retrouve pas en prison. Et juste dernier, donc, et pour ce type d'amende, juste pour donner une idée des montants, en gros, pour 10 € donnés, on peut se retrouver avec 500 voire 1000 € à donner aux institutions étatiques. Aux associations de l'État, tu veux dire? Ouais. Par exemple, un hôpital ou... c'est encore un moyen. C'est des institutions étatiques, avec une dimension sociale derrière. Pavel, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je vais dire qu'il est important de comprendre qu'être le prisonnier en Bélarus, c'est très différent qu'être un prisonnier en France. Ça ne marche pas seulement des tortures, mais bien sûr, les prisonniers politiques en Bélarus, ils sont torturés. Mais le dernier temps, ça marche de ce que
défendre des droits humains. Называют? Appel incommunicado. Ça, c'est complètement absence de communication avec tel ou tel prisonnier politique. Par exemple, nous ne savons pas rien de ce qui se passe avec un politicien, Nikolai Statkevich, pour un an. Sa femme ne sait ce qui se passe avec lui, avec sa santé, etc. Son avocat, quand ne peut pas aller et avoir une conversation avec lui, et ça pendant un an. Et autre une affaire des autres, sont mois d'incommunicado, etc. C'est le nouveau niveau de torture, quand la torture par l'absence de l'information. Et nous ne pouvons pas imaginer que c'est possible et qu'une formation sera si importante si nous n'avons pas d'informations pendant un an. Justement, en parlant de la torture, toi qui as côtoyé quand même, qui as eu l'expérience d'emprisonnement, donc c'était chaque fois des détentions provisoires de 15 jours, il me semble. C'était très vite, oui, 15 jours, et c'était dans un autre temps, il y a 11 ans, et ce temps, nous n'étions pas torturés comme aujourd'hui. Et justement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Que l'emprisonnement devient une torture. Quelles sont les conditions que les hommes et les femmes subissent dans les détentions provisoires et dans les détentions dans les prisons? Je pense que la première, ce qui attend des hommes en prison bélorussiens, c'est quand dans le cell à 4 personnes, il y a 15 personnes et il doit dormir par terre. Oui. La lumière est toujours et à nuit, et chaque 2 heures, il doit de se réveiller et de dire son nom et son prénom, etc. Hier, nous avons vu le film de Dedovщина. Sur Mazerland. Je pense que ce sont des choses pareilles. Et il y a beaucoup de différentes possibilités de faire la vie de personnes complètement dépendantes. Insupportable, oui. C'est intéressant cette comparaison avec le film justement Mazerland qui parlait de bizutage et de système de violence dans l'armée régulière bélarusse, et la comparaison avec la prison. Donc hier, la réalisatrice, elle a évoqué que probablement, c'est une des théories, que la violence qui est opérée dans l'armée, elle vient des prisons et des règles de violence des prisons, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a resté peu d'hommes en Union soviétique. Ils ont libéré les prisonniers et les employés dans l'armée. Mais pour moi, il y a 11 ans, quand j'étais en prison, c'était la chance de dormir beaucoup. Après le travail, c'était comme les vacations. Comme les vacances. Oui. Tu avais un matelas en plus. Tu avais un matelas en plus pour dormir. Oui, je n'avais pas dormir si beaucoup à la maison quand j'étais obligé d'aller au travail chaque jour. Mais là... Aujourd'hui, juste pour dire, ce n'est pas du tout le cas, parce que dans la cellule de 15 personnes, ils enlèvent les matelas pour que les gens ne puissent pas dormir. Ils peuvent dormir que par terre à cause de ça, parce que le reste, la structure du lit, elle est en métal et c'est impossible de dormir dessus. Mais maintenant, bien sûr, je suis très heureux que j'ai décidé de quitter le pays avant la détention. Je pense que c'était la question du temps, et j'ai décidé de quitter. J'habite en Varsovie et c'est bon, je peux travailler. C'est parce que nous avons les discussions entre ceux qui ont quitté le pays
et ce qui est resté. Par exemple, à le commencement de l'année, les musiciens, un groupe très connu a été détenu, Niskis, oui. Ils ont écrit un des hymnes de proteste en 2020 et ont filmé le vidéo avec les protestes. Et tout le monde pensait qu'ils ont quitté le pays il y a beaucoup de temps, mais ils ont habité à Mogilov, à leur pays natif, et ils ont été détenus. Et tout le monde qui ont quitté le pays ont pensé et ont dit « Comment vous avez été si longtemps dans ces dangers ?» C'était C'était idiot. Oui, vous êtes idiote. Vous avez été dans ce danger pour tout ce temps. Mais des autres, ils disent que c'est notre pays. Nous avons né à Bélarus et nous voulons habiter là. Et pourquoi nous devrons jouer par les règles du régime? Oui, nous sommes en danger, mais nous voulons être dans notre pays. Je crois que c'est aussi une question d'étude sociale parce qu'il y a une dissonance entre les discours des personnes à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Et les personnes à l'extérieur du pays ne comprennent pas comment les gens peuvent encore rester au Bélarus, alors qu'il y a beaucoup de gens quand même. Il y a 500 000 personnes qui sont parties, il y a à peu près 8 500 000 personnes qui sont restées. Donc tout le monde n'est pas parti. Il y a des gens qui ont pris la décision, malgré le risque, d'y rester et d'y être. Et qui disent non, arrêtez de nous dire de partir. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, tu as étudié cette question, Tatiana? Je n'ai pas étudié, mais c'est quelque chose qui... là, du coup, je dirais que ce n'est pas du tout propre au Bélarus, en fait. C'est les questions qui se posent les Ukrainiens également, qui fuir la guerre ou pas fuir. Donc rester... chez moi, dans ma maison, ou quand même partir. Donc, en fait, c'est pas quelque chose qui est complètement propre au Bélarus, c'est quelque chose là. Oui, je vois. Je vois. Et justement, pour passer à l'autre question que je vous ai un peu imposée parce que ça m'intéresse en tant que Bélarusse. Je suis Bélarusse d'origine et française. Et quelles sont vos visions de possible évolution de la situation? Donc, nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé en 2020, les raisons de soulèvement. Nous avons vu comment, d'une certaine manière ou d'une autre, les Bélarusses continuent à s'organiser entre en exil, les combattants en Ukraine, à l'intérieur aussi du pays, d'une manière complètement partisane, pour continuer à travailler. Donc, ne lâche pas la question de la révolution. Donc, le terme de la révolution suspendue, moi, en tant que Bélarusse, ça m'a beaucoup plu. C'est un terme qui porte sur l'avenir et la possibilité. Donc, est-ce que dans cette dynamique des personnes, des milliers et des milliers de personnes qui gardent encore l'espoir et continuent à faire quelque chose, un petit truc, des moments de solidarité, est-ce qu'à votre avis, comment, bon, je ne vais pas vous dire quand, mais comment la situation au Bélarus peut changer et quelle est votre opinion là-dessus? Avant de passer aux questions du public. Moi, je pense que nous avons de la chance pour les manifestations nombreuses à 2025, quand Loukachenko, je pense qu'il va participer dans les élections suivantes. Mais je pense que les Bélorussiens ne sont pas tournés la page. Ce sont des mots de Loukachenko. Il veut beaucoup que son peuple tourne la page. Mais nous ne sommes pas et nous ne voulons pas. Et tout ce qui est parti, ils sont actifs. Ils continuent de lutter. Mais nous n'avons pas beaucoup de possibilités et tous ceux qui habitent dans le pays, ils sont silents, mais je pense
que dans leur tête, le proteste est pour toujours. C'est parce que les autorités ne font pas quelque chose pour un peuple les aimer plus beaucoup qu'en 2020. Ils ont fait beaucoup de choses pour faire les situations, чтобы их ненавидели. S'empérer. Чтобы их ненавидели. Ah, ils ont fait beaucoup pour qu'on les haïsse. Oui, c'est ça. Et Bélarusiens, ils ne sont pas idiots, ils comprennent tout. Et je pense qu'il attend quelque chose. La dernière masse manifestation a été quand la Russie a commencé la guerre à l'Ukraine. C'était 27 du février, un peu en 3 jours après la guerre a été commencée. Et je pense que Bélarusien attend ces possibilités, attend quelque chose, par exemple, quelqu'un va mourir ou... Ils attendent un événement déclencheur d'une nouvelle... Oui, qui ouvrira les possibilités pour changer quelque chose. En février, il me semble le 26 février de 2024, il y aura des élections parlementaires. Est-ce qu'à ton avis, ça peut être un élément déclencheur ou pas? Ou des prochaines élections de présidentielles en 2025? Je pense que ce n'est pas correct de dire qu'il y aura quelques élections en Bélarus. Ce n'est pas élection, c'est seulement fixation de la liste de nouveaux représentants loyaux à régime. Et ce n'est pas un événement grand pour les Bélarusiens. Élection du président, possible, oui. Mais je pense qu'après 4 ans, au moment des élections en 2025, ce sera 4 ans et demi de répression. Les élections eux-mêmes ne sont pas un événement qui va rentrer les peuples à les rues. D'accord, merci Tatiana. Je veux reprendre la phrase que nous avons... donc les propos du directeur du Théâtre Libre, qu'on a vu hier dans la projection du film Courage, qui dit à un de ses acteurs que la prochaine fois qu'on va jouer une pièce, donc Loukachenko ne sera pas là, la société ne sera pas la même. Donc c'est pour cela qu'il faut que tu notes tous ces sentiments et impressions. Voilà. Donc pour la première partie de cette phrase, je ne sais pas à quel moment, comment, par qui et comment on pourrait arriver à ce que Loukachenko ne serait pas là. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord que la société n'est plus la même, en fait. La société bélarusse n'est plus la même qu'elle était avant 2020. Et tout ce que les Bélarusses ordinaires ont appris pendant ces mois de protestation, appris à s'auto-organiser, à se coordonner, appris à... ont découvert leur capacité d'agir, agir sans État. Voilà, donc je pense que ce potentiel-là... donc après cette expérience, en fait, le retour complet en arrière n'est pas possible. Et ce potentiel, justement en termes de ce qu'il a été appris, pourrait être réactivé à un moment. Je n'aurai pas de pronostic. Je pense que c'est souvent a posteriori qu'on arrive à expliquer pourquoi les choses se sont passées. Quand je suis arrivé au Bélarus pour la première fois, c'était en 99, et je me souviens, j'étais jeune coopérant au service national, enseignant à Minsk, et un collègue de l'ambassade qui était de passage, un stagiaire qui travaillait à la chancellerie, il disait il suffit que 500 000 personnes descendent la rue et Loukachenko va tomber. Alors moi j'étais stupéfait, j'étais jeune
étudiant en sociologie, enfin jeune prof qui continue encore ses études en sociologie, je dis oui mais bon, je me disais bien, pour que 500 000 personnes descendent la rue, c'est pas si simple, et peut-être que si 500 000 personnes tombent dans la rue, peut-être que c'est pas si simple non plus que Loukachenko tombera. Donc j'ai je pense ce travers d'universitaire, de chercheur, à être toujours très prudent sur ce qu'on peut dire, ce qu'on peut imaginer, et il a fallu 20 ans pour que 500 000 personnes soient dans la rue, le 16 août. Alors 500, 300, c'est très difficile de savoir, mais on a vu hier avec courage, c'était absolument incroyable de voir ces images d'immenses espaces urbains avec autant de citoyens. Donc ça peut arriver, quand, on ne sait pas trop. Et là, malheureusement, il y a eu cette mobilisation, mais il n'y a pas eu de victoire, en tout cas, de ce mouvement. Et pourquoi j'ai appelé mon livre « La révolution suspendue » parce qu'évidemment, en l'écrivant, il y avait beaucoup d'émotions aussi en l'écrivant. J'ai vécu dans ce pays. Moi, je ne suis pas bélarusse, je n'ai pas de lien de famille avec le Bélarus, mais j'y ai vécu comme enseignant. J'ai travaillé là-bas, j'ai des amis, j'ai beaucoup d'étudiants là-bas. Et évidemment, il y a une tristesse qui était liée à écouter tout ce que j'entendais. Les gens à la fois étaient heureux de témoigner de ce qu'ils me disaient, de l'expérience qu'ils avaient vécue, et en même temps il y avait une grande tristesse. Parfois il y avait aussi des sanglots de ce qui leur avait échappé pendant cette révolution et de ce qu'ils avaient perdu, qu'ils ne retrouveraient pas, et notamment de ne pas pouvoir rentrer, en tout cas à court terme, dans le pays. Mais ce qui était vraiment très important, c'est qu'il y avait à la fois toutes ces techniques, tous ces savoir-faire de la manifestation qui étaient accumulés, et il y avait au-delà, il y avait un imaginaire. Il y avait un imaginaire nouveau, il y avait véritablement l'idée qu'on avait perçue, qu'on faisait société, qu'on appartenait à un monde. Alors certains disaient on a fait nation, on s'est découvert comme une nation. Alors ce mot nation, il peut avoir des sens politiques. Moi je le comprenais beaucoup dans leur bouche comme faisant société, c'est-à-dire qu'on a compris qu'on appartenait à un monde commun et qu'on pouvait agir ensemble. Et ça c'est dans les esprits. Et Loukachenko, quelle que soit la répression qu'il mène, qu'elle soit tournée vers les Bélarusses à l'intérieur du pays ou vers les exilés à l'extérieur, ça, il ne peut pas l'extirper des consciences. Il ne peut pas extirper ce qui s'est passé. Il ne peut pas extirper ça de la mémoire des personnes. Et les personnes, même si elles ne peuvent pas écrire publiquement, etc., elles l'ont dans leur cœur, elles l'ont dans leur âme, elles le raconteront, elles pourront le raconter, et ça pourrait être remobilisé à un moment donné. Et je pense que toute mobilisation nouvelle se nourrit des mobilisations anciennes. Et cette mobilisation 2020 était majeure, c'est un événement historique pour l'histoire du Bélarus, véritablement, c'est un tournant, et à un moment donné, quand, je ne sais pas, mais de toute façon, l'histoire ne sera plus la même après 2020. Évidemment, c'est avec, en sortant de mon rôle d'universitaire, évidemment, j'espère beaucoup pour les Bélarusses que ça n'arrivera pas trop tard et qu'ils pourront sortir de cet état de répression terrible qu'ils connaissent aujourd'hui. Et j'ai l'impression, par rapport à ce que nous avait dit Pavel, que son impression que le pouvoir, il haïsse le peuple, il continue à l'opprimer, il ne fait rien pour un dialogue. Donc de cette situation, de cette confrontation, d'un côté, la population qui a connu ce soulèvement, qui a changé de mentalité quelque part d'une manière brusque, et de l'autre côté, le pouvoir qui est resté au même point de la répression, ça ne peut que recommencer quand et comment, nous ne savons pas encore. Alors, nous allons procéder à des questions. Alors, je vois déjà des... Waouh. Bonjour. Merci beaucoup pour le débat très intéressant. Je travaille pour Reporters sans frontières, donc je voulais aussi souligner le rôle des journalistes qui est très important parce qu'il y en a 40 qui sont emprisonnés aujourd'hui. Il y a encore un aujourd'hui qui a été condamné à 3 ans pour avoir travaillé pour une télé en exil, Belsat. Ma question, évidemment, donc, on voit la répression de la société, la volonté de rééduquer le peuple, et je voulais savoir comment, est-ce que encore aujourd'hui, on voit des traces de résistance au sein de la société biélorusse à l'intérieur du pays, parce qu'en exil, bon, on a des manifestations effectivement de cette résistance, mais à l'intérieur du pays, étant donné que les instituts de sondage sociologique ne sont pas fiables, comment est-ce qu'on voit des traces de cette résistance encore ? J'ai l'impression que c'est la question pour Pavel. Ouais, pour pas tout le monde, ouais. Mais pour des sociologues aussi. Ouais. Oh, d'accord, on reprend plusieurs questions. Encore 2 questions et on répond ?
Merci beaucoup. J'ai été très intéressée de voir le pourcentage de primo-manifestants. Quelle était l'opinion, l'attitude des non-manifestants? Est-ce qu'ils soutenaient Loukachenko, notamment dans les milieux ouvriers? Et est-ce que c'est l'expérience des précédentes manifestations et des répressions, comme on le voit dans le film Courage, où ils se disent « j'ai passé l'âge », ou la peur, et notamment dans les forces armées, est-ce que c'est la peur de la répression ou des sanctions ou la passivité? Et donc, est-ce que lors d'une manifestation ultérieure, il y aura cette même peur encore accrue? Et la deuxième question, c'est le passage en 2022 de la résistance. Est-ce qu'il y a un aspect nationaliste? C'est-à-dire, est-ce que le soutien de Vladimir Poutine à Alexandre Loukachenko déplace la contestation d'une volonté de démocratie à une volonté de souveraineté? Est-ce que le sentiment nationaliste peut donner de la puissance à cette résistance? Nous avons nos 3 questions. On va répondre et après prendre d'autres questions. Qui veut commencer? Je pense qu'il y a le problème avec la résistance antérieure parce que beaucoup de personnes qui protestaient en 2020, ils ont quitté le pays. Les protesteurs actifs sont emprisonnés ou ils ont quitté le pays. C'est pourquoi aussi je ne crois que les protestes sont possibles seulement pendant des élections ou par exemple les élections à l'année prochaine ils marcheront comme des élections à 2020. Il va marcher comme des élections en 2015, tranquillement, en silence, etc. Mais je n'ai pas sûr que j'ai compris toutes les questions correctement. Les questions étaient sur est-ce qu'il existe toujours des activistes et des activités de la résistance au Bélarus elle-même? Est-ce que ça continue encore d'une manière partisane, marginale, mais est-ce que ça continue? Oui, ils sont là, mais ils connaissent que le prix de proteste maintenant est élevé et ils ont seulement une chance de protester. Et cette proteste doit être succès ou ils seront emprisonnés. C'est pourquoi les actions sont rares, par exemple comme quand ils ont détruit l'avion russe de l'armée russe à Machulichi, près de Minsk, ou quelque chose comme ça. Mais les initiatives, par exemple, qui aident à l'Ukrainien de connaître comment les techniques armées russes et à travers la Biélorussie, comment les Russes utilisent l'infrastructure bélorussienne. Je sais qu'ils reçoivent informations régulièrement. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne veulent protester publiquement maintenant, mais beaucoup de personnes ont prêt d'aider activistes, aider aux journalistes. C'est parce que moi et notre rédaction, nous aussi, nous recevons beaucoup d'informations de ce qui se passe en Bélarus, de ce qui est à l'intérieur du pays. Ce sont des activités que les partisans en cette année peuvent faire
Oui. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste que, en fait, l'espace pour l'expression critique est quasi inexistant. Donc, et je parle de l'espace de la rue, donc qui est inexistant, et même sur les réseaux sociaux, sur le web, lorsque liker une publication peut exposer à des risques de condamnation. Je ne sais pas si on peut parler de l'espace existant. Et juste deuxième chose, c'est qu'à partir du 24 février 2022, j'ai l'impression que, en fait, il y a eu une espèce de basculement dans le sens où la critique à l'égard du régime en place bélarusse a été un tout petit peu remplacée par opposition à la guerre en Ukraine. Voilà. Et donc, justement, envoyer une photo pour documenter le déplacement des troupes russes sur le sol bélarusse et l'envoyer ensuite pour qu'il soit diffusé par des blogueurs qui se trouvent à l'étranger peut être considéré comme un acte de résistance. Et il y a eu en 2022 quelques actes de sabotage de voies de chemin de fer pour acheminer de l'armement russe, puisque c'était au début de la guerre. Comment? Au début de la guerre. Au début de la guerre, oui, en 2022, puisque le territoire du Bélarus a servi de rampe de lancement pour des missiles, drones russes, etc. Donc il y avait des actes de sabotage réels, mais assez peu. Je ne sais pas combien, pour une dizaine, quinzaine d'actes de sabotage. Voilà. Mais bon, et après il y a eu des arrestations, etc. Bon, c'est très, très difficile de savoir ce qui se passe. Le vocabulaire qui est repris, moi je sais pas. C'est très difficile de savoir comment on vit à l'intérieur. Enfin, en tout cas, moi, les quelques contacts que j'ai dans le pays, je ne parle absolument pas de la société, parce que justement, les personnes que je connais, je ne voudrais pas qu'elles puissent être mises en difficulté du fait de nos conversations. Mais une chose, à un moment donné, qui m'avait été dite, ce qui faisait écho vraiment à l'époque soviétique, c'était que c'était le retour vers l'émigration intérieure, l'exil intérieur. Au fond, il faut redéployer des trésors d'imagination pour réussir à se recréer des mondes intérieurs un petit peu supportables, parce que pour ceux qui restent, beaucoup d'amis sont partis, certains sont en prison, beaucoup d'amis sont partis. Au travail, on ne peut pas parler de politique, etc. Donc c'est probablement très, très, très difficile. J'enseigne sur la question des manifestations. Je t'en prie. Pourquoi certains n'ont pas manifesté? Alors, peut-être qu'il y a des sources, les journalistes pourront aussi le dire plus. Au niveau universitaire, il y a quand même très peu de travaux. On continue à avoir très peu de travaux sur le Bélarus, même sur 2020. Pourtant, c'est un événement qui est majeur. Il faudrait écrire, il faudrait faire des recherches. On essaye, avec Tatiana, on travaille ensemble dans des collectifs, mais il y a très peu de choses qui sont écrites sur le Bélarus. Il y a des personnes qui étaient probablement des soutiens réels au régime, même idéologiquement. Loukachenko a cherché à les mobiliser le 16 août d'ailleurs, et ça a été un fiasco. Il y a eu très peu de personnes qui se sont mobilisées pour lui, mais il y en a probablement par adhésion à son discours extrêmement autoritaire, vertical, pro-soviétique, etc. Il y a probablement aussi certaines personnes qui ont peur de perdre des choses parce qu'elles ont un statut dans ce régime qui leur permet de bénéficier d'un certain nombre de ressources matérielles, de privilèges sociaux qui font que basculer et risquer de perdre ça dans un nouveau type de régime, on n'a pas très envie. Et probablement, quand on parlait de Baipol et des services de sécurité ou de la police, il y a eu, moi dans l'entretien que j'ai eu avec cet officier, il y a eu ça a tremblé un petit peu au mois d'août 2020. Lui me disait, quand il est parti, il pensait qu'il allait être rejoint parce qu'avant, ça critiquait, même au sein des services, on critiquait Loukachenko. Il pensait qu'il serait suivi davantage, en fait. Et puis, finalement, très rapidement, il fallait prendre une décision. Parce que comme la répression s'accroissait très vite, Loukachenko a très publiquement décoré un certain nombre de personnes qui avaient participé au matraquage de citoyens dans la rue, etc. Et en disant très clairement, si je tombe, vous tomberez avec moi. Donc une fois qu'on avait commencé, même en termes d'une chronologie, mais ça,
c'est peut-être maintenant que les historiens, dans quelques années ou quelques décennies, qui pourront le dire, ce qui s'est passé précisément, mais ça s'est joué probablement sur des séquences temporelles très très courtes. Et une fois qu'on était embarqué dans la répression, reculer devenait difficile. Alors maintenant, au bout de 2 ans, une fois qu'on a tellement trempé les mains dans cette répression, on ne peut plus revenir en arrière. On est trop impliqué. Et puis ensuite, il y a aussi le monde rural qui est très difficile à cerner, qui représente quand même 20-25% de la population, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, où là c'est très difficile de savoir. Il y a eu des points de basculement, ce n'est pas un monde figé, ce n'est pas un monde aussi homogène que ce qu'on pourrait imaginer. Le monde des campagnes, il y a probablement des déséquilibres, des balancements qui se sont faits, mais quitte dans les campagnes à se mobiliser. Alors là, le coût, il est extrêmement politique, parce qu'ensuite les mesures de rétorsion au travail, etc., qu'on peut avoir sont terribles. Donc la participation pouvait être difficile. Donc il peut y avoir des hypothèses comme ça. Moi, ce que je cherche à faire dans des rencontres universitaires, etc., mais j'y arrive pas beaucoup, c'est de convaincre aussi des collègues et des jeunes chercheurs, des étudiants qui maîtrisent les langues de ces pays, à documenter cette année 2020 et puis tout ce qui se passe après. Parce que c'est sans travaux universitaires un petit peu décalés, un peu dépassionnés, mais qui nous permet d'établir des faits, on n'avancera pas beaucoup sur la réflexion. Et ça, on en manque. Je pense très honnêtement qu'on manque de travaux. Voilà. Il y a aussi les questions sur le nationalisme, l'idée nationale, et aussi sur la question de souveraineté de Bélarus que nous n'avons pas abordée, alors qu'elle est assez cruciale face à des appétits de l'Empire russe de Poutine sur l'Ukraine. Il y a évidemment Bélarus qu'il considère déjà peut-être comme acquis. Cette question-là, comment elle est perçue au Bélarus? Bien sûr, Bélarus est utilisé maintenant et Loukachenko est dépendant. Mais je pense qu'il est responsable de ce qui se passe en Ukraine. Pas tous les peuples bélarussiens, mais lui et les pouvoirs, bien sûr, ils sont responsables. C'est parce que maintenant, il dit qu'il ne connaissait pas les plans de Poutine, etc. Mais c'est difficile de croire en cela. Et encore, Loukachenko, il a du talent et il est risé. Et il compris, et les pouvoirs compris le danger de ces sentiments anti-guerre. Et il travaille avec eux, et Loukachenko dit que la guerre peut être terminée demain. C'est très simple de faire. Et le peuple en Bélarus aime cette position parce que le peuple ne veut pas d'avoir la guerre, ne veut pas participer à la guerre et les sentiments sont anti-guerre. Mais c'est clair que c'est populisme parce que terminer la guerre demain, ça c'est de la victoire de la Russie parce qu'il ne propose de rajouter les territoires occupés à Ukraine. Mais c'est ce qu'il fait et c'est comment il travaille avec les peuples, avec ses sentiments anti-guerre. Il reste un autre aspect de la question sur les sentiments nationaux des Bélarusses et sur leur peur d'être engloutis par la Russie. Peut-être je voulais juste rajouter un petit point sur donc les non-manifestants, malheureusement, donc il n'y a pas d'études là-dessus, ce qu'ils pensaient exactement. Mais au sujet des forces de l'ordre, de la non-désaffection, c'est ça, des forces de l'ordre, au sein des forces de l'ordre, il y a certes leur investissement dans la répression, avec les décorations, etc., mais il y a également des raisons un peu plus pragmatiques pour ne pas faire défection. Par exemple, les contrats des forces de l'ordre sont faits de sorte qu'en le concluant, les gens reçoivent des primes assez importantes.
à condition de ne pas rompre le contrat avant son terme. Voilà. Et donc, le dilemme était également pour certains, enfin moins en gradé j'imagine, donc se retrouver à payer des sommes assez importantes en rompant donc, le contrat conclu avec donc, la police, tous les crédits pris pour l'appartement, etc. Donc il y avait aussi ce côté enfin, plus pragmatique, je dirais, là, de la chose. Concernant le sentiment national, donc c'est quelque chose qui se développe énormément au cours des protestations et qui se manifeste de façon différente par l'intérêt pour la langue bélarusse. Donc je rappelle qu'au Bélarus, il y a 2 langues officielles. Donc le russe est devenu deuxième langue officielle au milieu des années 90. Et depuis, donc c'est le Bélarus qui était fortement marginalisé. Donc intérêt pour la langue, pour la culture, pour la musique bélarusse, mais également pour l'histoire bélarusse, pour les symboles que les protestataires utilisaient, donc le drapeau blanc, rouge, blanc. Voilà, donc son histoire que les protestataires utilisaient sans vraiment... Voilà, donc, enfin, ils s'identifiaient bien à ce symbole sans connaître l'histoire donc de ce drapeau. Donc c'est quelque chose qui progresse. Voilà. Et après, je pense que, enfin, il progresse en parallèle avec des regards sur la Russie de moins en moins positifs, je dirais comme ça, puisque il y a de plus en plus des situations où la présence des Russes, des terroristes russes au Bélarus n'est vraiment pas appréciée, considérée comme quelque chose de... comment dire? Donc, c'est des personnes qui se comportent comme des occupants, voilà, en fait. qui se... je dirais que le terme occupant peut-être n'est pas toujours employé, voilà, mais c'est des personnes qui ne se comportent pas comme des Bélarusses, qu'on n'apprécie pas justement à cause de ce comportement, qui nous prend pour de petits, des inférieurs. Voilà. Et je pense que le terme occupant est beaucoup plus utilisé chez les Bélarusses en exil que chez les Bélarusses qui restent dans le pays. D'accord. Alors, on peut prendre encore... oh, waouh. Ok, je vous ai vu. Vous avez déjà le micro. Allez-y. J'ai 2 questions à vous poser. Je voudrais savoir si l'appareil policier russe est présent en Biélorussie, puisque le KGB biélorusse devait travailler encore avec le FSB russe. Est-ce qu'ils sont en même temps, ils travaillent ensemble, puisque vous avez l'armée russe chez vous, en Biélorussie? Bon, c'était une question. Et une autre question, c'est de savoir est-ce que les États européens auraient pu faire que l'orientation ne soit pas ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire, quand il y a eu les événements, ils ont beaucoup parlé, les dirigeants européens, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire autre que ce qu'ils ont fait? D'accord. On prend encore une question. Alors, je crois que... Je ne sais pas, mais on prendra votre question. Un rappel, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Comment est-ce qu'on désigne les gens du régime? Comment est-ce qu'on c'est le souvenir de l'invitation de Tikhanovskaya pendant les meetings de l'élection présidentielle en disant « Nous ne sommes pas l'opposition, nous sommes la majorité, nous sommes la population ». Et donc, cette observation-là, avec la force d'un tampon administratif, est-ce qu'il est possible d'imaginer de forcer les entreprises qui veulent exporter du Bélarus de passer par un tampon administratif du cabinet de Tikhanovskaya? Qu'en est-il de la reconnaissance par les États européens d'un passeport alternatif, puisqu'il y a un passeport qui a été établi? Est-ce qu'il est reconnu par les États de l'Union européenne, les États-Unis, les autres? Ce qui permettrait de résoudre une grosse partie des questions pour les gens qui sont partis.
Et peut-on s'inspirer des instruments de la lutte anti-mafia, parce que clairement, ou de la lutte des cartels contre les cartels, puisqu'on a clairement, dans le cas russe, mais aussi bélarusse, des gens qui se comportent comme des mafieux et qui ont monopolisé les ressources du pays à leur seul profit personnel. Merci. On va déjà répondre à ces questions-là et après on prendra une dernière question, je crois. Qui voudrait répondre aux premières? Peut-être Ronan, vu que tu as rencontré le policier en exil, est-ce qu'il a parlé de ces rencontres-là Non, j'aurais pas beaucoup de choses à dire. Sur les liens entre le FSB et le KGB, on peut supposer qu'il y a des liens, mais alors quelle est la nature précise de ces liens, etc. Je m'avancerai pas dessus. En tout cas, il y a une même histoire. Il y a une histoire commune. Donc il y a probablement un esprit de corps qui joue lié à cette histoire commune. Sur le sol bélarusse, Dzerzhinsky, le fondateur de Tchéka, est né sur le sol du Bélarus, qui était l'Empire russe à l'époque. Et en 2004, Loukachenko a érigé un nouveau musée à la gloire de Dzerzhinsky, que j'ai pu visiter, qui est perdu dans une forêt. J'ai eu beaucoup de difficultés à le trouver. C'est un de mes étudiants bélarusses qui m'y avait emmené, finalement. Et dans ce musée, il y avait une guide. Donc j'ai eu une visite guidée du musée, et elle voyait très peu de touristes, notamment étrangers. Et je lui demandais qui venait. Elle m'a dit des écoliers de la région, des écoliers et des représentants du KGB bélorusse ou du FSB russe. Donc ils se retrouvaient là-bas. Et il y avait d'ailleurs des vitrines avec les cadeaux du FSB ou du KGB qui étaient là. Après, pour les États européens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors là, il y a eu des condamnations, des régimes de sanctions. L'ambassadeur de France à l'époque n'a pas remis ses lettres de créance à Loukachenko comme acte symbolique. Donc il y a des choses qui quand même ont été faites, et puis des exilés qui ont été accueillis au Bélarus, des exilés bélarusses qui ont été accueillis en Lituanie notamment, et en Pologne avec des visas humanitaires, avec un accueil assez important qui a été fait, même si ça s'est un peu compliqué au bout d'un certain nombre d'années, et même s'il a été ensuite, cet accueil a été comparé à la fermeture des frontières entre la Pologne et le Bélarus, et entre la Lituanie et le Bélarus, du fait de l'instrumentalisation de filières de migrants par le régime de Loukachenko, et qui les envoyait. Et là, évidemment, la Lituanie et la Pologne n'ont pas respecté le droit européen, avec des opérations de pushback, etc., et des personnes qui sont mortes. D'ailleurs, il y a un documentaire qui a été diffusé pendant le forum là, des images, pendant le Festival État du Monde, qui porte d'une réalisatrice polonaise, qui porte sur ce thème. Quoi faire aujourd'hui pour les États européens? C'est soutenir, peut-être déjà réussir à soutenir les exilés, et ça répond en partie à la question, c'est-à-dire quelle place on accorde à ce passeport alternatif, etc. Mais après, moi, je n'ai pas d'informations dessus, je ne suis pas du tout un expert en tout cas, j'ai compris que c'était en discussion, je sais pas, j'ai pas d'informations de plus. Sur les instruments de lutte, on voit bien que même pour la Russie, il y a des sanctions après le déclenchement de la guerre en Ukraine à l'échelle internationale, des sanctions qui sont en partie contournées par des pays tiers où on rachète, il y a des circuits qui sont très difficiles à capter. Et d'ailleurs, ces sanctions parfois ont des effets indirects. Les sanctions qui ont été faites contre la Russie du fait de la guerre en Ukraine après février 2022 sont devenues un peu aussi une aubaine pour les Bélarusses, qui du coup se sont retrouvés avec de nouveaux marchés russes. Eux, ils avaient eu des sanctions entre 2020 et 2022, donc avec quelques difficultés dans certains secteurs, et finalement des nouveaux secteurs russes se sont ouverts du fait de ces sanctions. Donc c'est pas si simple, je pense que c'est pas si simple d'agir, et moi je suis pas diplomate ni expert en géopolitique. Voilà ce que je pouvais répondre. À ma connaissance, pour répondre à la question sur la reconnaissance des passeports alternatifs, c'est pas des passeports reconnus, enfin, ils ne sont reconnus par personne. C'est un projet qui a été lancé, qui est donc en élaboration, mais il n'y a pas de résultat précis.
Voilà. Et concernant la question sur la présence des appareils policiers russes, je dirais que à chaque fois qu'il y a la répression des protestations post-électorales, il y a cette idée, aux discussions qui apparaissent sur la présence des policiers russes qui repriment, avec l'idée que les policiers bélarusses ne peuvent pas le faire. Je dirais comme ça. Mais comme donc on a vu en 2020, les policiers bélarusses étaient tout à fait capables de faire leur travail. Et on n'a jamais eu de preuves tangibles de la présence des appareils policiers russes au Bélarus. Mais par contre, il y a les troupes armées russes qui étaient présentes sur les territoires. Mais qui n'agissaient pas sur le sol bélarus. Si, ils tiraient. Voilà, mais leur présence était conditionnée, conditionnée par. Bref, donc c'est une troupe présente pour entraîner donc de nouveaux. Comme les entraîneurs des troupes bélarusses. Pour entraîner les nouveaux appelés, mobilisés russes sur les territoires bélarusses et ensuite les envoyer vers l'Ukraine. Ah, ok, là, ce sens-là. Je voulais juste ajouter, dans les routes, par rapport à la question FSB, KGB, dans les routes de l'exil, la plupart partaient par l'Ukraine, parce qu'en 2020, il n'y avait pas de frontières, on pouvait passer directement, on avait 90 jours, puis 180 jours sans visa. On passait vers la Pologne, vers la Lituanie, mais certains passaient par la Russie. Dans les entretiens que j'ai pu faire, et notamment j'ai en tête une personne qui avait peur qu'il y ait un croisement des dossiers et que lui est passé avec un camion qui s'est caché dans un camion qu'il connaissait par interconnaissance, etc. Il a réussi à trouver une place dans la remorque. Il est arrivé à Smolensk, là il a rejoint Moscou, et à Moscou il avait très peur qu'à l'aéroport, pour qu'il devait l'emmener à Varsovie, il soit arrêté parce qu'il y avait des croisements d'informations, et il est passé sans problème. Donc voilà, on pense qu'il y a des contacts, on ne sait pas jusqu'à quel point, on ne sait pas si tout ça est très organisé, mais probablement qu'il y en a, et en plus maintenant avec la guerre en Ukraine, pour traquer les éventuels mouvements anti-guerre ou les formes de solidarité anti-guerre qu'il pourrait y avoir, il y a probablement des échanges d'informations. Et je voulais juste répondre à la question sur les passeports. C'est évidemment une initiative qui était une réponse à l'espèce de menace cynique que Loukachenko a fait, qu'on ne peut pas changer son passeport en étant à l'extérieur, qu'on est obligé de rentrer. Et techniquement, c'est possible, mais politiquement et diplomatiquement, c'est très compliqué. Donc, Svetlana Tikhanovskaya, son équipe et les autres forces démocratiques, ils œuvrent toujours pour que ça soit possible et ils étudient toutes les possibilités. Mais ça nous sauvera la vie, en vrai, au Bélarus, qui se retrouve par des dizaines de milliers de personnes aux veilles de fin de leur passeport. En Géorgie, par exemple, face à une possible extradition envers le Bélarus, donc vers la prison, parce que Géorgie ne donne pas des refuges politiques au Bélarus, donc qui sont dans la possibilité de voyager. Bon, ça c'est les choses les moins graves. Mais voilà, c'est une initiative qui est possible mais compliquée. Encore une question, et je pense. Est-ce que je peux répondre un peu? Oui, tu peux. Je pense que la question des passeports n'est pas trop compliquée. C'est parce que toutes ces milliers de personnes sans passeport sera le problème de l'Union européenne. Et pour résoudre ce problème, donner à eux le passeport du réfugié, c'est la bonne résolution, je pense. Et je pense que la bureaucratie à Bruxelles a compris cela. C'est parce que je pense qu'il y a de la chance, qu'il y a la possibilité de ce passeport de nouveau Bélarus. Et ce que de FSB, je pense que bien sûr les Russes aident aux forces de sécurité bélarusiennes à travailler, et non seulement dans la Biélorussie, mais aussi dans les autres pays. Par exemple, je pense que dans cette salle, il n'y a pas de représentant de l'ambassade du Bélarus en France, où il n'y a pas de KGBistes, mais probable que quelqu'un de on me fait signe, ils sont au fond.
quelqu'un de FSB, il est là parce qu'ils ont plus beaucoup de possibilités que des forces de sécurité bélorussiennes. Et ils ont plus de moyens. Oui, ils ont plus de moyens et pour fixer, par exemple, ce qui se passe ici et pour commencer une autre affaire criminelle. J'ai déjà demandé de l'aide. Il n'y a pas une qui était déjà ouverte pour toi, non? Oui, il n'y a pas de différence. 2 ou 3 affaires criminelles, il va ouvrir. C'est pourquoi je suis tranquille. Alors, vous et vous. D'abord vous, madame, parce que je vous ai vu depuis longtemps tenir la main. Je me demandais en fait quelle était la proportion de personnes qui travaillent parmi les Siloviki, donc toutes les personnes qui travaillent dans les forces, enfin donc police, armée, tout ça. Et aussi, alors là peut-être plus pour vous, si vous en avez une idée, le nombre de personnes parmi ces gens-là qui auraient retourné leur veste entre guillemets, enfin qui seraient passés côté manifestants, si on a une petite idée. Et on prend votre question avant de répondre. Moi, ma question, c'était justement à propos des réfugiés qui transitent. Vous avez évoqué le film d'Agnieszka Holland, qui est un film de fiction, qui n'est pas un documentaire, où on voit des Polonais se mobiliser pour essayer, tant bien que mal, d'aider. Est-ce que vous avez vent d'équivalent de Bélarusses qui se sentiraient un tant soit peu concernés et qui se mobiliseraient pour aider ces réfugiés qu'on renvoie de part et d'autre? On sait qu'il y a des morts du côté polonais, c'est documenté. On n'a pas de chiffres du côté bélarusse, mais rien ne nous permettrait de penser qu'il n'y ait pas des morts aussi. Donc est-ce que vous avez connaissance de gens qui aideraient? Qui est prête à répondre? Vous êtes très studieux en train de faire des notes. Sur la composition des Siloviki, peut-être que Pavel ou Tania, moi j'ai pas d'informations, c'est un peu de me repérer dans qui fait quoi. Ce qui est certain, c'est que c'était qu'on a évité d'envoyer pour matraquer des jeunes recrues, qu'en général c'était des personnes plutôt expérimentées, qui sont entrées d'une certaine manière. Après, le pourcentage des Siloviki qui se sont retournés, si on parle en pourcentage, ça va être à mon avis très très réduit. Il y a eu quelques personnes, dès le départ ça a été médiatisé, il y a eu quelques officiers de police, etc., qui ont brûlé leurs insignes ou leur titre, leurs insignes, leurs épaulettes. C'était dans l'euphorie, enthousiasme entre le 9 et le 20 août, disons, mais après il n'y a pas eu de fort retournement. Oui, sur Greenhorn, tout à fait, c'est pas un documentaire, je ne l'ai pas vu en fait, ici en avant-première, il n'est pas encore sorti, je pense, sur les écrans, et je viens de Bordeaux, où il n'est pas encore sorti en avant-première à Bordeaux, je crois que c'est samedi prochain. Donc c'est une fiction sur cette zone. Il y a eu des activistes, des militants côté polonais qui ont essayé d'apporter de l'aide avec à l'époque beaucoup de difficultés pour les associations polonaises à agir et beaucoup de difficultés, mais la possibilité d'agir quand même quelque part parce que c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est même pas imaginable. Là, ils ont été organisés, tout a été organisé, ce qui était parce que non seulement ils ont été poussés, et puis une fois les Polonais les ont refoulés ou les Lituaniens, ils se retrouvaient dans les rues, et ensuite c'est les Biélorusses qui les ont renvoyés par des charters dans les pays. Donc, j'ai eu des témoignages qu'ils étaient aidés, qu'il y a eu un réseau d'aide
des Bélarusses, mais c'est des témoignages venus du Bélarus. Ouais. Mais peut-être pas au niveau de la frontière même, dans la ville. Je pense que c'est dans la ville. Les gens dans étaient. Ville, moi, ouais. les témoignages que j'ai eus, c'est que les gens étaient estomaqués de voir ces pauvres personnes dans les rues de Minsk. Donc là, des actions peut-être de solidarité, mais pas pour leur trouver un statut, etc. Je pense que c'était des actions très, très localisées. C'est vrai, il y a beaucoup d'institutions en Pologne, en Lituanie, qui supportent des réfugiés, mais je pense qu'en France, tout le monde connaît que l'aide aux réfugiés est jamais suffisante. Et le problème est dans la légalisation, dans la naturalisation donnée à tous les hommes et les femmes qui ont quitté Belarus le travail. Je sais toutes ces affaires bien dans le secteur des médias. C'est une affaire private de toute cette énorme... oui, c'est tout. Nous avons beaucoup de solidarité, mais encore nous avons beaucoup de problèmes parce que ce n'est pas une histoire pour quelques mois, c'est l'histoire pour des années. Maintenant, tout le monde a compris. Cela est habité 5 ans ou 10 ans dans un autre pays, c'est difficile. Mais nous, Bélorussiens, nous sommes les bons migrants. Je pense que nous sommes les bons migrants. Nous parlons les langages des pays où nous habitons, etc., etc. C'est bon. Oh, nous allons finir sur ces belles paroles. Merci d'être venu. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce débat, à des films qui étaient projetés. Nous espérons que le Bélarus sera bientôt libéré de cette tyrannie, que vous pourriez visiter ce magnifique pays et rencontrer les peuples à l'intérieur. Merci beaucoup. Au revoir.